Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de Info 9. La pauvreté est présente partout et sûrement que l'Abitibi-Témiscamingue n'y fait pas exception. Alors, pour nous en parler, je reçois le coordonnateur du REPAT, M. Christian Milot. M. Christian Milot, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là. Monsieur Milot, la pauvreté, elle est vraiment partout. Puis, il ne faut pas là, se dire en cachette, l'Abitibi-Témiscamingue n'est pas si pauvre que ça. Il y a des mines, il y a l'agriculture, ils sont riches là-dedans. Chez nous, la pauvreté existe. J'aime ça vous entendre parce que vous me dites la pauvreté, il y a les mines, tout ça. Bien, probablement, le fait qu'il y ait des énormes salaires crée des disparités encore plus grandes Et voilà. en région qu'ailleurs. Exactement, c'est ça. Avant la pauvreté, on la voyait surtout comme... Ben, c'était les personnes qui étaient sans emploi, les personnes sur l'aide sociale, disons-le. Oui. Malheureusement, avec la COVID, avec la crise en guerre en Ukraine qu'on vit actuellement, on voit qu'elle touche de plus en plus de monde. Si bien qu'aujourd'hui, on peut travailler, on peut occuper un emploi. Même, je connais des éducatrices, des coordonnateurs de groupes communautaires, des travailleurs sociaux de groupes communautaires, qui, avec leur salaire, ils arrivent juste pas. Ça veut dire que, je parlais récemment même avec des banques alimentaires, mais c'est plus juste les personnes qui n'ont pas d'emploi qui vont dans les banques alimentaires maintenant. C'est de plus en plus monsieur et madame pas monsieur et madame tout le monde, mais une certaine tranche de la population qui n'arrive pas à joindre les deux bouts, puis qu'il faut qu'il y ait à une banque alimentaire. Peut-être que vous avez entendu parler, frigo libre. Des frigos que le Centre de femmes Les Riches mis en avant pour les personnes qui ne sont pas admissibles en banque alimentaire, ou des fois qui sont admissibles pour aller s'en chercher plus, ils vont au Centre de femmes Les Riches, puis ils vont chercher peut-être un sac de carottes, un pot de yogourt, ou peu importe, tout simplement parce qu'ils n'y arrivent plus. Puis une des raisons pourquoi ils n'y arrivent plus, la crise du logement. Ça aussi, on va en parler, M. Milot, c'est très important aussi. Puis, quand on fait le tour, là, on parle de chez nous, Abitibi-Témiscamingue, oui, mais quand on fait un survol du Québec, en général, les gens le disent, les banques alimentaires sont vides. Ils se remplissent et ça se vide, le temps de le dire. Bien, les banques alimentaires, comme j'ai fait un petit survol rapido, ils ont de plus en plus de demandes. Oui, exactement. Fait que c'est plus juste les sans-emploi qui ont les banques alimentaires. C'est plus juste les prestataires les prestataires. Ça, j'aime ça. Puis, oui, OK. Puis pourquoi que les banques alimentaires sont vides? C'est parce que les épiceries aussi n'arrivent plus à avoir... Tu sais, avant, les épiceries, une des sources de denrées des banques alimentaires, c'était les épiceries qui donnaient leur invendus. Et voilà. Mais là, il y a comme, sans dire une pénurie, mais en tout cas, il y a moins de denrées disponibles. Il y a moins en moins de spéciaux. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Là. Il y a des gros spéciaux, on n'en voit plus tant que ça. Non, il y en a plus. Fait que les banques alimentaires ont de la difficulté. Ben, les banques alimentaires, ont la difficulté d'avoir des denrées. Puis deux, nos banques alimentaires locales, qui s'appellent la Maison Saint-André, la ressourcerie Bernard Hamel, pour ne nommer que ceux-là. Oui, exactement, oui. Ils n'ont plus de denrées qui descendent. Fait que de plus en plus, il faut qu'ils se mettent en acheter pour. Voilà, exactement. C'est rendu, c'est inquiétant. Puis, c'est comme vous dites si bien, là, il y était un certain temps, et pas longtemps passé, que les gens allaient dans les banques alimentaires, ceux qui étaient sur l'aide sociale, ceux qui étaient au chômage. Mais là, ce n'est plus ça. On voit d'autres catégories, comme vous avez si bien expliqué, on voit d'autres catégories de gens qui vont dans les banques alimentaires parce qu'ils n'y arrivent plus. Puis moi, qu'est-ce qu'ils me disent, les banques alimentaires? C'est qu'ils me disent, bien, avant, les banques alimentaires, c'était un dépannage alimentaire. Ça veut dire qu'on venait pour compléter. De plus en plus que certaines banques alimentaires, parce qu'on est quand même en lien, je suis quand même en lien, ce qu'ils me disent, c'est que c'est plus pour compléter. C'est entièrement pour manger. C'est essentiel. Fait que des personnes qui n'ont plus les moyens, ils vont en banque alimentaire, ils vont au frigo qui a à la salle. Si on pas ça, ils ne mangent pas. Ah, c'est rendu sérieux, c'est rendu grave en mots juste. Les personnes sous le seuil de la pauvreté, c'est quoi, là? Est-ce qu'on peut établir un prix plancher, un revenu plancher? C'est dur parce qu'il y a plusieurs façons de mesurer la pauvreté. OK. La façon la plus simple que le gouvernement a trouvée, ça s'appelle la mesure du panier de consommation. Grosso modo, la mesure du panier de consommation, c'est on prend les besoins de base, puis on chiffre à peu près comment que ça coûte pour se lever, se nourrir, se vêtir, s'acheter quelques médicaments.
Le gouvernement a chiffré ça en 2019, là, on peut se tromper un peu, qui était environ à 19 000 $. Les mots, OK? OK. Puis ils prennent encore ces mêmes chiffres-là, 19 000, c'est peut-être même 21 000. Fait que si vous avez 21 000, là, c'est que vous n'êtes pas pauvre. Je sais pas si vous êtes comme vous et moi, là, mais à 21 000, là, on n'y arrive pas. Là. Ah, non, non. On n'arrive même pas. En tout Puis cas. quand le gouvernement calcule les besoins de base, là, il ne calcule pas que demain matin, là, j'échappe mes lunettes, je les scrape. Ça, c'est ce qu'on appelle des imprévus. Oui. Mon frigidaire me pète. Mais un frigidaire, vous savez comme moi, ça coûte quand même assez cher. Il ne calcule pas ces imprévus-là. Fait que le gouvernement, quand le gouvernement nous dévoile ces chiffres, dire, il y a moins de pauvreté, c'est vrai puis c'est pas vrai. Parce que son calcul de son seuil, qui s'appelle la MPC, n'est pas tout à fait valable. Parce qu'il y a plein de monde qui peuvent gagner 26 000 et on dit, hey, ils sont pas pauvres, ils gagnent 26 000. Ben non. 26 000 avec le prix du logement, le prix de l'alimentation que vous avez vu, l'indexation à 4-5 Qui a monté terrible. nos services, l'accès à différents services, l'accès même à des soins de santé, puis tout. On n'y arrive pas. Mais non, exactement. Fait que ça veut dire que quand on parle de 19 000, 20 ou 21 000, Ouais. Il ne faut pas que ce soit une grosse famille. Là. Faut pas que ça soit une grosse famille. Ben ça, c'est pour une personne. Oui, c'est un mais peu pour plus une haut, ça, personne, mais exactement. Oui, mais quand même, tu sais, je veux dire, mettons que on parle entre 19 et 21 000. Qui va vivre avec ça? Puis la difficulté qu'il y a aussi derrière ça, c'est qu'il a établi un certain seuil-là. Je pense que c'est 21 000, c'est peut-être un peu plus, un peu moins. C'est que ces seuils-là aussi, souvent, c'est un seuil qui sert les banques alimentaires parce qu'ils disent on peut pas en donner à tout le monde. Mais la banque, qui sont juste un peu plus haut de ça, ben, ils n'ont pas accès à ces services de soutien-là. Là. Fait qu'eux autres sont encore quasiment plus pas. En tout cas, ils ont accès à moins de choses. Là. Exactement. Puis quand on dit qu'une personne sur 10 ne comble pas ses besoins de base, c'est quand même énorme. sérieux, là. C'est 10 là. C'est énorme. Puis ce qui est encore un peu plus choquant et flagrant, c'est à quelque part, on pourrait penser qu'on peut avoir les moyens pour ces une personne sur 10 là. Parce qu'il y a des écarts de richesse énormes au Québec. C'est vrai. Tu sais, à la limite, il y a une personne sur 10, mais il y en a quand même plusieurs qui ont les moyens de se payer un bon rythme de vie. Tu sais, des fois, c'est une question de comment on peut répartir pour que tout le monde Oui. vive. On veut pas que le monde vive riche, mais on veut que le monde vive décemment. Voilà. Être capable Exactement. d'avoir leur revenu de base, Voilà. subvenir à leurs Puis c'est besoins. ça. Puis les données sont comme faussées un peu par rapport, comme je disais tantôt, par rapport aux mines surtout. Oui. Et puis la forêt également. Ça, là, les gens vont chercher de gros salaires. Alors là ça fausse les données un petit peu. Là. Ça fausse, puis ça a un impact sur plein de choses. Oui. Une des choses qui peut avoir un impact, on va en parler un petit peu plus tard, le logement. Quand on voit qu'il y a des gens qui sont capables, ben, ça remonte les coûts du logement. Voilà. Ah, exactement. Sauf que C'est les personnes en bas, ils n'y arrivent pas. Là. Voilà. Campagne, cessons la discrimination. Ça, j'aimerais ça qu'on en parle. Grosso modo, là, c'est une série de 7-8 affiches vidéo où la monde, on pourra vous en donner quelques-unes. Juste ici demain. Voilà. Les personnes vulnérables, qu'on soit femme, qu'on soit handicapé, homosexuel, transgenre, il y en a plein de sortes de discrimination. Ces personnes-là, nous, un homme blanc, on est assez choyés, on n'est pas trop touchés par ça. Toutefois, les personnes qui souffrent de discrimination, parce que c'est vraiment un souffrant, ils se font souvent dire, ben, en plus de vivre mon handicap, ben, il faut que j'entende des phrases à tout bout de champ, dans « laisse faire, je m'en occupe ». Ou par exemple, une personne retraitée, « ma petite madame ». L'entendre une fois, c'est correct, ça passe. Le problème, c'est pas juste une personne qui a dit, c'est plusieurs personnes qui a dit à tour de rôle. Une personne transgenre qui dit « Hein, t'as pas de l'air d'une vraie femme, toi? » Puis c'est pour ça que c'est important de sensibiliser le monde, parce que on a un pouvoir sur la qualité de vie des gens. Puis ces petites phrases-là, nous autres, notre but, c'est de les mettre en avant-plan pour que le monde réalise que vos petites phrases, quand vous les dites une fois, c'est peut-être une chose. Mais dites-vous que ces personnes-là, c'est ta journée longue. Fait qu'en plus d'avoir à vivre la pauvreté ou peu importe la discrimination, on rembarque une autre couche qui fait encore plus dur. Fait que quand vient le temps de se trouver un emploi, de se trouver un logement, on a comme un gros manteau qui est bien pesant à lever. Puis des fois, on n'a pas le temps, on n'a pas envie de se lever, là. C'est sûr, parce que on prend juste un exemple banal, un transgenre. Oui. Okay? Je me demande, je ne sais pas, là, je n'ai pas lu ça à nulle part, mais je me pose la question à savoir, un poste est ouvert pour
X entreprise. Puis, la personne y va, elle est transgenre et elle l'avoue. Je ne sais pas si elle va avoir autant de chance, moi, de l'avoir que la personne qui n'est pas transgenre. Moi, je peux vous dire qu'à Rouyn-Noranda, il y a une personne qui a fait sa transition, puis il a perdu son emploi, qui l'a emmené en cours, puis elle a gagné. Là, on ne parle pas à Montréal, là. On parle à Rouyn-Noranda. Il y a quelqu'un qui a fait un changement de sexe, puis que ça n'a pas été accepté. Là, le transgenre, la transphobie qu'on appelle, là, c'est... Tu sais, on parle de la discrimination des LGBTQ, les gays, lesbiennes. Ça commence à être accepté. Mais il y a encore beaucoup de préjugés. Mais le transgenre, on est les personnes qui naissent dans un corps qui est peut-être pas le corps qu'ils aimeraient être, à la naissance, ben, puis on a beaucoup de préjugés avec ça. Puis on... Parce que si on se reporte à, là, mettons 5 décennies passées, si tu n'étais pas bien, tu te sentais pas bien dans ton corps, il fallait que tu restes avec. Exactement. Aujourd'hui, en 2020, ce n'est plus ça. Oui. Tu n'es pas bien dans ton corps, tu peux le changer. Mais à quel prix? Et je ne parle pas d'argent, là. À quel prix le changer? Oui, puis en tout cas, on pourrait en parler longtemps de ça, puis c'est pas le meilleur, mais c'est comme si dans la société, il faut être un ou l'autre. Mais il y a bien des gens qui sont un peu en milieu. C'est comme on est un homme, on est une femme, mais certains, la nature n'octroie pas ça. T'es un ou l'autre. Des fois, tu peux être un peu entre les deux. Puis notre société, on aime des femmes, on aime des hommes, mais quand ça sort un peu, là, puis là, on a parlé, c'est ça, du transgenre, on pourrait parler des personnes handicapées, parler des personnes qui ont... Combien de personnes handicapées font rire d'elles? C'est malheureux, mais c'est encore ça aujourd'hui. Au niveau de l'Office des droits de la personne, la Commission des droits de la personne, le motif sur lequel ils ont plus de plaintes, c'est les handicaps. Des handicaps que des entreprises n'adaptent pas leur lieu de travail. On est en crise. On est en crise de pénurie. Puis une des clientèles qui ont le plus de chômage, c'est les handicapés. Puis pourtant, ceux qui l'essayent, on l'entend, ça va tellement bien. Oui, puis exactement. Puis on en entend parler aussi beaucoup. Ah, je les ai essayés, puis ce sont de bons travailleurs, puis ça. Puis on est content d'avoir essayé ça. On l'entend, ça. Fait que, cette campagne-là de discrimination, grosso modo, on veut mettre en pleine face des gens à travers nos affiches, à travers nos vidéos, des phrases chocs qu'ils entendent, juste pour les faire réfléchir, dire « Hey, faites donc attention, parce que ça a un impact majeur sur la qualité de vie des gens. » Monsieur Milo, il reste à peine 3 minutes. Oui. Je voudrais qu'on parle de la crise du logement, c'est très important, et de fameux logements abordables. Je ne sais pas si vous avez trouvé, vous, mais moi, j'ai cherché, puis je ne sais pas encore pour le gouvernement qu'est-ce que ça veut dire, logement abordable. Rapido, on est en crise de logement depuis 16 ans. Ah ouais. Habituellement, une crise, quand on parle d'une crise, ça dure 1 an ou 2. Là, c'est pas une crise, là. C'est un état de situation qu'on est en pénurie grave de logement en Abitibi. Qu'on a de la misère à corriger. Juste pour vous dire, là, on n'a malheureusement pas les statistiques pour la Sarre parce que c'est une ville de moins de 10 000 habitants. Okay. Partout en région, là, le seuil d'inoccupation là, frôle le 1 %. L'équilibre, on parle de 3 %. 3 %, c'est qu'il y a assez d'offres pour que les prix s'équilibrent et qu'il n'y ait pas de l'abus. Mais quand nous, en tu es à 1 Abitibi-Témiscamingue, là, c'est 1,3 à Rouyn-Noranda, 1,1 à Amos, 1,3 à Val-d'Or, ou en tout cas quelque chose du genre. On joue dans de 1 à 2 %. L'impact que ça a, c'est des hausses de 4 %, de 3 à 5 % par année de logement. De 3 à 5 % par année, ça peut représenter 30 et 50 piastres par année. Mais le problème, c'est qu'à chaque année, ça monte de 30 à 50 $. Là. Fait que votre loyer, il peut passer de 600 à 7 à 800 rapido. Malheureusement, la hausse du salaire minimum, le niveau d'aide sociale, il ne suit pas ça. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus. Vous avez entendu parler, le gouvernement, là, il y a un nouveau mot, un programme qu'on renouvelle, vous me l'avez dit, logement abordable. Oui, mais pour vous, là, c'est quoi logement abordable? Parce qu'il reste à peine 1 minute et demie, là, environ. Pas pour moi, pour ce que j'entends du niveau du gouvernement, là, c'est à peu près la médiane, le prix moyen des logements. Okay. Fait que si on vous offre un logement, un 4,5, là, c'est environ entre 6 et 700 $ en Abitibi-Témiscamingue. Ça, selon les définitions, ce qu'on en lit, ce qu'on en comprend du gouvernement du Québec en Abitibi-Témiscamingue, entre 6 et 750 $. Okay. Pour vous donner un parallèle, quelqu'un qui a un logement social, c'est 25 % de son revenu. Ça veut dire que, par exemple, vous êtes malheureux,
vous n'avez pas le choix, vous êtes sur l'aide sociale, ben c'est 250 $ pour vous loger. Un logement abordable, c'est 750 $. Ça peut être dans ce coin-là. Fait que le gouvernement prend la décision, en tout cas, souhaite prendre la décision, de financer davantage le privé pour faire du logement qui dit abordable. Monsieur Milot, merci infiniment. On va s'en reparler, c'est sûr, parce que ce sont de gros dossiers qui sont très intéressants puis qui sont touchants également. Puis merci de vous en occuper activement. Puis on va se reparler de ça encore prochainement, j'en suis persuadé. Puis on va suivre ces dossiers-là, Monsieur Milot. Merci, M. Lacasse. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, courte pause, on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. La Société d'histoire et patrimoine de Lassar présentera au cours de l'année 2022 une très belle exposition, comme c'est son habitude de présenter de belles expositions. En tout cas, une est confirmée et puis l'autre est à confirmer, mais tout devrait être dans l'ordre très prochainement. Alors, pour nous en parler, je reçois la responsable de la Société d'histoire et patrimoine de Lassar, Mme Christiane Pichette. Mme Pichette, bonsoir. Bonsoir. Toujours un plaisir de vous recevoir, Mme Pichette. Moi, j'aime ça. On parle d'histoire, puis on ressasse comme de vieux souvenirs qui font plaisir à des gens, d'ailleurs, parce que les gens m'en parlent, puis c'est toujours plaisant de se remémorer, que ce soit les Sœurs de l'Assomption, que ce soit un paquet de personnes ou des personnes qui ont été affiliées à différentes affaires. Oui. Fait que là, on a présentement une nouvelle exposition. Si vous élaborez un peu, c'est quoi? Notre nouvelle exposition, c'est Vision d'un pionnier, Henri Perron. Alors, il faut savoir qu'Henri Perron était vraiment un pionnier en matière de la forêt, parce que lui, dès son jeune âge, il travaillait déjà pour des compagnies forestières. Il est arrivé à Lassar en 1914 et il est venu s'établir ici avec sa première épouse, parce que le monsieur a été marié 2 fois. Et ce monsieur-là, il avait une vision vraiment particulière de la forêt, dans le sens que lui, ce qu'il voulait, c'était apporter du travail aux gens, pouvoir faire travailler les gens, tout en étant quand même très à l'affût des modernisations. Alors, ce que je peux dire de M. Perron, c'est que lui, dès le jeune âge de ses fils, Jean, Michel et Normand... Tout après ça, avec J.H. Normick, etc. C'est ça. Lui, sa vision, ça a été de dire à ses fils, vous pouvez être des géants ici en Abitibi, si vous le désirez. Fait qu'à partir des paroles de leur père, ben, les garçons ont commencé à vraiment à en vouloir de plus en plus, puis d'agrandir leur entreprise de plus en plus. Il faut savoir que M. Perron a commencé à Val-Paradis. Il a ouvert la première scierie là-bas, et c'est là que, dans les années 50, elle a passé au feu. Je crois que c'était en 52, si ma mémoire est bonne. Et après ça, il a reconstruit, mais avec beaucoup plus de modernisation, selon le temps, selon la période de temps. On parle des années 50 à ce moment-là. C'est ça. Tout en achetant d'autres entreprises, comme à Villebois. Villebois Lumber, ça lui a appartenu. Et tranquillement, il a agrandi son cercle. Mais là, il l'avait construit à Lassar à ce moment-là. C'est ça? Par après. Par après. Parce que quand il a passé au feu à Villebois, est-ce qu'il a reconstruit à Villebois ou il s'est emmené à Lassar? Non, il s'est emmené à Lassar. À Lassar, c'est ça. Il s'est emmené à Lassar. En achetant un peu tout ce qui était autour qui était sur de lui. Sur le bord. Là, qui était sur le bord. Qui était proche de lui. Parce qu'il a acheté déjà la scierie Terrien à Bosse, il avait acheté à Sainte-Terre, il a construit une usine de panneaux gaufrés à Cochrane, il en a construit une ici à Lassar aussi. Alors, il y avait vraiment une vision. Le monsieur est décédé en 1965. Il avait 76 ans. Et ses fils, eux, sont décédés. Les 3 fils sont décédés, d'ailleurs. Là. Oui, Jean, Michel et Normand. Oui, sont décédés à quelques années d'intervalle. Alors,
Ça a été vraiment la fin de la dynastie Perron. Là. Par la suite, ben, c'est d'autres entreprises comme Tembec qui ont acheté. Voilà, exactement. Mais ça doit être une belle exposition parce que là, il y a encore des gens qui ont travaillé, parce qu'on parle de J.H. Normick. Là. Oui, c'est ça. C'est un peu J.H. Normick que les gens actuellement, là, ici, ont connu. Oui. Parce que les entreprises Perron à Villebois, là, c'est sûr, on parle des années 40, là, quelque chose, 30 ou 40. Des personnes qui s'en souviennent aujourd'hui, il y en a encore, mais il y en a moins que les personnes qui se souviennent de J.H. Normick. Oui, J.H. Normick, ça parce a que fonctionné. ça, c'était vraiment la priorité de l'Abitibi, voilà. si on peut dire, là, Exactement. parce que c'était vraiment, eux, il y avait quasiment le monopole, puis la SAR a déjà, en 89, a été nommée capitale forestière. Oui, voilà, exactement. Alors, c'est vraiment grâce à eux. Là. Et vous avez quoi comme exposition? Est-ce que vous avez du matériel ou si vous avez juste en photo ou quoi? Dans notre exposition, on a beaucoup de photos. Okay. On a mis l'emphase beaucoup sur beaucoup de photos, tout en ayant quand même du texte. Okay. Côté objet, on peut vous dire qu'on est quand même avare des côtés objets parce que nous, ça va toujours selon ce que les gens nous donnent. Ben oui, c'est sûr. Mais quand même, on a quand même des très belles photos, là, et même de certaines personnes qui ont travaillé là. On a aussi des revues dans lesquelles on peut... à chaque année, l'entreprise faisait une revue qui montrait un peu les employés, le travail qu'ils faisaient. L'année de... Alors, les gens peuvent venir à la société, les feuilleter. Quelquefois, il y a peut-être une année en particulier qui les intéresserait. Là, puis, fait que cette exposition-là, Mme Pichette, elle est actuellement là. Oui, elle commence aujourd'hui. Ah, elle commence aujourd'hui et l'enregistrement se fait le 1er mars. Donc, elle commence le 1er mars. C'est ça, à partir du 1er mars jusqu'au fin mai. OK, jusqu'à la fin mai. Et on n'empiètera pas là, sur l'autre exposition qu'il y aura à partir du mois de juin, possiblement, parce qu'il y a des choses qui sont à finaliser. C'est à finaliser, oui, c'est ça. Il faut que je contacte une dame pour notre exposition estivale. Mais tout ça pour dire que lorsque l'exposition de M. Henri Perron va être terminée, il y aura une autre exposition. C'est à peu près comme vous dites, il vous reste quelques personnes à contacter pour différentes permissions, mais sûrement que ce sont des choses qui vont se concrétiser très bientôt. C'est ça. Puis, aussi, il faut dire aux gens que, durant la saison estivale, c'est ouvert. Oui. La Maison du patrimoine. On est ouvert. Habituellement, on a un étudiant l'été qui rouvre les fins de semaine. En plus, on ouvre les fins de semaine l'été. Et la personne qui est engagée, elle est engagée pour ça, nous aider durant la période estivale à faire différents travaux et à accueillir les gens durant l'été pour leur expliquer les expositions, parce qu'on a quand même l'exposition des ponts couverts. Oui, exactement. On a d'autres petites expositions aussi à travers ça, dans le hall d'entrée, que les gens peuvent venir voir aussi. Là, fait que, parce qu'on dit c'est gratuit. C'est gratuit. C'est gratuit. Puis moi, j'en viens tout le temps à la fameuse exposition des ponts. Oui. C'est vraiment, mais vraiment, les gens qui ne sont pas allés voir ça encore, là, prenez au moins 5 minutes, un petit 10 minutes pour aller au moins voir les ponts. Ça vaut vraiment la peine. Les maquettes valent vraiment la peine d'être vues. Vraiment, M. Fournier il a fait un travail colossal avec ses maquettes de ponts couverts. Oh mon Dieu, oui, puis c'est de toute beauté. Madame Pichette, peut-être avertir les gens, parce que là, on arrive au printemps, on fait du ménage. Oui. Puis des fois, on peut trouver des choses anciennes que j'ai plus besoin de ça. Peut-être que ça intéresserait, par exemple, la Société d'histoire. Certainement. J'invite les gens qui veulent se départir des anciens objets de leurs parents ou des vieilles photos, des vieux documents qui, au lieu de les jeter, vous pouvez nous les emmener et nous, ça complète notre histoire. Voilà, et souvent, on peut s'en servir lors d'expositions parce que tous les objets qui sont dans nos expositions proviennent des fonds des gens qu'on a reçus. Alors, comme dans l'exposition, exemple de M. Perron, on a un godard d'or, fait que ça vient
d'une personne qui nous l'a remis et on peut les exposer. Fait qu'en même temps, ça montre aux gens les objets avec lesquels les gens travaillaient. Puis, pour les plus jeunes qui n'ont jamais vu ça, bien, ça donne une bonne idée. Parce que quand on parle du godard d'or, du crochet à bio, oui. etc., on parle de... Le tournevis, c'était pas comme c'est aujourd'hui, là. C'était pas comme c'est aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, là, si un bio, là, ça prend pas une demi-heure. Je vous le jure, là. Ça va très vite. Fait que s'il y aurait des gens qui voudraient donner des objets dont ils veulent en disposer, appelez à la Société d'histoire et patrimoine de la Sarre. Ça sera toujours... bien reçu, j'en suis persuadé. Et peu importe l'objet, c'est sûr qu'on ne demande pas des gros objets, non. Mais non, seulement autant que possible, non. C'est ça, oui. Parce qu'on n'a pas... C'est l'endroit, c'est l'endroit. Parce que ça, à les serrer, là, c'est ça. Mais des choses de la vie quotidienne, là, voilà. Ça, c'est très intéressant souvent, là. On s'en resserre lors des expositions. Puis, exactement. Fait que l'exposition qui commençait le 1er mars, c'est l'histoire de M. Henri Perron, que tout le monde connaît, surtout avec J.H. Normick, Jean-Henri et Michel Perron, qui sont décédés tous les trois aujourd'hui. Mais on vous invite à aller voir cette exposition-là. Puis il y en a une autre à partir du mois de juin. C'est ça, oui, on peut dire à partir du mois de juin. Comme Mme Pichette disait, on ne peut pas l'annoncer tout de suite parce qu'il reste quelques points à discuter, des permissions à demander. Mais c'est sûr et certain qu'au mois de juin prochain, il y aura une autre exposition. C'est ça. Alors, merci beaucoup, Mme Pichette. C'est toujours un plaisir de vous recevoir, puis je vous souhaite d'autres belles expositions. Bien, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.